il y a des sujets qui en eux-mêmes se veulent émouvants. Il y a toute une histoire de l'art et de la peinture qui représente le religieux, qui représente des déplorations, des descentes de croix, des annonciations, qui, d'une certaine manière, par leur répétition, et ça c'est intéressant, participent, pourrait-on dire, d'un art sériel, dans lequel, à la longue, le sujet sans cesse répété s'efface derrière l'écriture et derrière la peinture. Et en fait, ce qu'on voit quand on regarde l'histoire de l'art, qui est pour une part importante une histoire de l'art religieux, ce qui nous intéresse et nous émeut, c'est justement ce qu'il y a de différent, ce qui fait qu'il y a dans la peinture quelque chose de confus qui émeut. Et ça n'est pas la nativité qui m'émeut, mais c'est la manière dont Leonardo ou je ne sais qui l'a traduit. Et quand on passe de la figure à la non-figuration, on est encore plus, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, parce qu'on entend souvent dire l'art abstrait, l'art non-figuratif, c'est un art intellectuel. Moi je crois exactement le contraire.
C'est tissu, ça. C'est comme un grand rideau. D'une certaine façon, le fusain, pour moi, n'a jamais été un problème. Presque tout de suite, c'était là et c'est demeuré comme tel. La peinture, la couleur, l'espace dans lequel ça apparaît, ça a bougé, beaucoup plus que dans le fusain. Les fusains étaient donnés tout de suite. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'était comme un condensé de ma peinture. Un condensé, c'est-à-dire cette tentative de faire remonter de je ne sais où une forme qui, par sa nature même, est parlante. L'espace des fusains change, par exemple, parce que ça change. Le centre de l'espace, puisqu'il y a un centre dans mon travail, presque toujours, que ce centre soit une chose remplie, ou alors, au contraire, ça soit plutôt un vide, quelque chose qui est nettoyé de ce qui pourrait l'encombrer, c'est-à-dire un centre vide.
Tu as des sous encore? Tu as encore des sous? Et quand je l'ai dit, ça m'a paru aussi intéressant, avec cette fameuse polysémie qui fonctionne sur une quantité de plans finalement. Faire face. Quel monstre! C'est vraiment un monstre, totalement solitaire, totalement unique dans tout cet environnement. En tout cas, c'est une peinture qui est un bloc, qui est une bombe, vraiment bourrée jusqu'à la gueule. C'est un danger, avant tout. Je cherchais à copier. J'avais ce programme. Je traversais le Louvre et un jour je passais devant ça. J'étais terriblement intimidé. En même temps, ce qui m'a guidé, c'était le mot composition. Puisque quand on m'en parlait de composition aux Beaux-Arts ou ailleurs, je ne comprenais pas de quoi l'on parlait. Je cherchais les correspondances. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand il y a une lance qui part de là, elle descend sa ligne, si je la continue, si je la suis, j'aboutis quelque part au pied de ces soldats rouge-blanc? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard non plus qu'il y a quelque chose comme un vertical qui se cherche au milieu. Pas seulement dans les lances, mais aussi dans les pieds. Et puis il y a ici un oblique qu'on ne peut pas manquer. À droite, il y a un centre qui est matérialisé par la tête du guerrier qui arme son arbalète. Quelque chose converge vers cette tête, aussi bien les pattes de chevaux que les têtes de chevaux, les lances. Les casques tournent autour de ce point-là. C'est comme un point focal, quelque chose se rassemble. Et par rapport à ça, à gauche, cette tête de guerrier qui est de profil, quelque chose s'ébranle. Le mouvement va à gauche. D'ailleurs, si on regarde de près, c'est une tête peinte avec de la terre verte, comme on en avait l'usage à l'époque. Et ce ton verdâtre rend lugubre cette tête. C'est vraiment l'horreur de la bataille. Je parle de mouvement. Cette peinture ne représente pas le mouvement. Elle induit un mouvement chez le spectateur, chez moi. Ça m'anime. Du mouvement. Un jour, il y avait pour moi le mot musique qui est venu. C'est un mouvement aussi. Ça se passe dans le temps. Les lances, les pattes, les pieds, mais on le voit partout dans toutes choses. Regardez les petites pastilles, les décorations sur l'harnachement des chevaux. Tac, 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 tac. Et puis, du point de vue de la peinture, c'est un moment extraordinaire que l'arrière-plan sombre soit redoublé devant. Le derrière et le devant sont tenus. Ce cheval noir ramène vers le plan.
C'est une peinture qui a une très très faible profondeur. Vous avez dit au début pénétrer. Et c'est peut-être ça qui a refusé. Le regard se promène dans une très petite profondeur. On n'en a pas encore parlé, mais si vous regardez le personnage au centre, il y a une douceur là-dedans. Ce n'est pas un chef de guerre, il y a une mélancolie qui l'enveloppe. Uccello, tout en construisant cette nature morte immense, il s'est préoccupé aussi de psychologie, en tout cas de sentiments. Ça, c'est une peinture de coloriste, mais c'est plus fin que ce dont on a l'habitude, plus subtil, moins terrestre. Parfois, dans la polyphonie, il y a des moments comme ça quand il y a un fond, une vibration, une masse sonore, un climat, un bourdonnement. Le centre est une pure pièce de virtuosité colorée, les escaliers. Le centre, c'est une chose que le regard cherche. Or, dans ce centre, je ne trouve pas le thème. Par contre, je trouve la musique. Une musique assez fantastique. Une polychromie. Je connais peu de peintures qui soient colorées autant que ça. Si on regarde de près des détails, les rapports de couleurs sortent de la boîte d'aquarelle. C'est si fin, si intense. Une jaune, une rose, une verte. Les deux personnages à droite avec la roue. Cette peinture n'a pas l'épaisseur de la peinture habituelle. Il y a une transparence et il n'y a pas d'ombre. Les personnages sont ombrés, mais ombrés finement, plus finement que n'importe où. Ça fait penser qu'il s'agit d'un plan de l'être plus fin, plus subtil.
faire face. J'ai été heureux de trouver ce titre. Faire face, c'est un désir que j'ai par rapport à celui qui regarde mes peintures. Je reconnais là quelque chose qui me guide. Moi aussi, j'ai l'impression de vouloir être devant et debout. Dans faire face, dans ce que tu dis, il y a, en effet, il y a la double signification, mais Au moins, oui. il y en a plus qu'une double d'ailleurs. Mais il y a l'idée du face-à-face, enfin, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'altérité, qui est de l'ordre d'un regard partagé. Et c'est intéressant parce que c'est une forme de relation, je sais pas, ça correspond exactement à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que faire face, c'est une manière d'affronter, hein, c'est-à-dire d'avoir le courage d'être devant ce qui s'annonce, de savoir... L'accepter. Voilà. L'accepter, faire l'amitié avec. Si nous étions identiques, on s'ennuierait à mourir et moi je te détesterais parce que je n'ai pas un amour de moi qui me conduit à chercher absolument qui me ressemblerait. Et je pense qu'il en est ainsi de nous tous. Moi je pense que dans les amitiés, dans les amours, ce qui compte c'est ça, c'est justement la façon dont notre étrangeté devient quelque chose qui nous agrandit et qui agrandit l'autre en même temps. Et notre ressemblance aussi. Puisque, mais pas sur le même plan. Mais on ne se reconnaît que parce qu'il y a une ressemblance qui est assez j'ai envie de dire assez mystérieux, parce que c'est pas évident. Mais il y a quelque chose, une ressemblance de l'un à l'autre qui se manifeste. Écoute, c'est une expérience qui arrive très souvent. Je fais une exposition et on me parle d'une peinture
qui fait partie de l'exposition. Et puis, quelqu'un d'autre me parle de cette peinture, et quelqu'un troisième dit, la peinture que je préfère, et au bout d'un certain temps, je connais la chanson, et je sais que quelqu'un va me parler d'une peinture, et ça va être celle-là. Et le plus drôle, c'est que c'est ce que je préfère intimement. Je voudrais mettre dans le catalogue de cette expo qu'on prépare un certain nombre d'images venues de peintres plus ou moins anciens et de différents coins du monde. Et je voudrais commencer par une empreinte de saurien. J'ai un certain nombre d'empreintes. Les scientifiques disent 300 millions d'années. Enfin, peu importe. Hein. Ça n'a pas de sens. De toute façon, c'est impondérable, un chiffre comme ça. Une plaque, il y a des lignes. Un saurien, je ne sais quoi. Oui, j'aime bien que dans le monde animé, la possibilité, la nécessité et le besoin même de laisser une trace soit présente. Il y a une différence entre la pluie, l'animal qui passe, l'homme qui inscrit un signe. Mais cela, c'est dans un monde vaste. Et l'intuition de cette vastitude m'a effleuré peut-être une première fois auprès de Judith Règle, de Antaï. Un saurien, Non. un descendant des sauriens. Oui, absolument. Porteur Absolument. Parce que l'humanité. je connais ça. Je connais le plaisir. Quand j'étais enfant, on allait se baigner au bord d'une rivière dans l'est de la Hongrie, qui était la petite ville de ma mère. Et pour descendre sur l'eau, il y avait une pente argileuse. Il fallait l'arroser le matin et après ça glissait toute la journée. C'était un toboggan naturel. Et en couleur. En couleur, parce que quand on est arrivé en bas, on était noir, oui.
je pourrais dire qu'il y a deux moments dans cette exposition. C'est un seul chemin, mais il y a d'une certaine façon deux lieux. Ces deux lieux correspondent à quelque chose dans mon travail. Pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années, j'avais comme idée fixe ou constance dans la pensée l'idée que ce qui m'intéresse, c'est la forme et que je dois approcher avec la couleur, avec la ligne, avec la découpe, avec l'assemblage de tout cela, peut-être qui est proche de ce qu'on appelait composition dans le temps. C'est une forme qui était poursuivie. Et la forme, telle que je l'entendais, c'était très proche de l'idée de moi. Ça m'a tenu cette idée tout de même pendant je ne sais combien de temps, une trentaine d'années. « 2000 était plus ou moins la période où j'ai commencé à penser de façon particulièrement active à l'architecture, c'est-à-dire le rapport de la peinture à l'architecture. Et les premiers travaux qui comportaient cette façon d'apporter la couleur dans un trait, eh bien, c'est lié à une sorte de recherche de peinture en rapport à un lieu, en rapport à une architecture. J'appelle ça de l'extérieur. De l'intérieur, il y avait autre chose depuis longtemps. Il y avait le désir, par exemple, que l'acte soit unifié, que l'acte de peindre soit simplifié. Comment lier de façon organique, de façon vivante, les deux, dessin, couleur. Si ce n'est pas le dessin qui est rempli de couleurs, ou si ce n'est pas la couleur qui par le travail accède à la forme, mais ensemble. Alors, on connaît maintenant, Matisse a beaucoup parlé de ça, que la découpe, pour lui, c'était d'une certaine façon une solution à ce problème. Il partait de la couleur, mais d'une couleur quelconque, qu'il n'a même pas fait lui-même, qu'il a fait peindre des feuilles colorées, et il taillait. Et il taillait dans la couleur. Le problème, d'une certaine façon, n'existait plus. Et moi, je vivais seulement quelque chose de l'ordre d'un malaise. Le jour où j'ai apporté sur un papier une couleur, mais dans un trait, c'est-à-dire une trace qui avait ses caractères, qui montait ou qui descendait, ou qui était rapide, ou au contraire lourd. Hein? Quand j'ai commencé à pouvoir faire ça, j'ai eu l'impression très, très instantanément que j'ai gagné quelque chose. Hein. C'était je dirais une conquête. Quand je suis un spectateur, je vais voir la peinture, je cherche à déchiffrer, comprendre un peu, éprouver quelque chose. Si je suis simplement un passant dans un lieu donné, dans une entrée, dans un lieu de passage, où les gens arrivent, ils vont prendre une leçon de musique ou emprunter un livre à la médiathèque, et ils traversent un lieu où sur le mur il y a une peinture. Je ne peux pas leur demander de s'arrêter, d'analyser, ils traversent.
Ils sont le passant. J'ai appelé ça des passants. Moi, je pense que c'est juste. C'est pas quelqu'un qui s'interroge particulièrement. C'est le passant qui subit l'effet de la chose qui est sur le mur. Et je me suis dit, c'est donc une peinture différente. C'est pas une peinture muséale, pas une peinture de galerie, c'est pas une peinture au-dessus d'une cheminée. C'est une peinture qui accompagne le passant. Moi, je fais une grande différence entre étendue et espace. Étendue, c'est la table plane rase cartésienne, qui a ses mérites mathématiques étonnants, extraordinaires, puisqu'à partir d'elle, on peut imaginer des abscisses, des ordonnées, des X, Y, Z, des positionnements dans l'espace, mais ça, pour autant, ce n'est pas pour autant un lieu, c'est une simple étendue. Et pour que ça devienne un lieu, eh bien, il y faut des voies, il y faut des passages, il y faut de l'amour, il y faut de la tendresse, il y faut de la violence. Mais il y a aussi que votre peinture elle-même, pour moi, elle est spacieuse. Elle est spacieuse dans la mesure où elle contient de l'espace, elle travaille rythmiquement finalement. Elle n'existe pas, on ne peut pas dire il y a des bandes noires et puis il y a des bandes bleues et il y a des bandes blanches, pas du tout. Il y a quelque chose qui existe comme rythme. Tout à l'heure, quand je parlais de chant, je ne faisais que désigner effectivement un rythme, une pulsation. Eh bien, dans votre peinture, déjà elle-même, elle est une pulsation, elle est quelque chose effectivement qui répond à une spaciosité. On le dirait plus platement, ne serait-ce qu'à cause aussi le blanc qui ne vous appartient pas à vous seul, mais qui, en l'occurrence, appartient aussi à ces, je ne dirais pas ces murs, mais à ces plans. Mais les moyens que j'emploie sont des moyens, en fait, assez maîtrisés, parce que justement, c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, mes formes sont coupées. Il y a des arcs, parfois, mais cet arc-là, je n'en fais pas une ogive ou je n'en fais pas un cercle, tout ça, mais je viens à le briser. Donc il y a tout à la fois ce mouvement dont vous parlez, de probablement peut-être une forme de sensibilité, enfin j'ose le croire, mais en même temps quelque chose qui l'arrête, quelque chose qui violente cette sensibilité. Il y a là comme un rêve de rejoindre l'instant. C'est, par exemple, une des choses, pour tout ce travail, je n'ai pas fait vraiment de croquis. Je n'ai pas fait ce travail d'agrandissement. J'ai fait des essais de comment toucher le papier, oui. J'ai tourné un peu autour du pot, mais je suis allé directement. Et quand j'ai travaillé pour la Bretagne, pour la chapelle du milieu, c'était la même chose. Le papier définitif, d'une certaine manière, n'était pas prévu. Évidemment, je ne veux pas fabuler parce que au cours du travail, la préparation, y penser quelque chose de précis. Mais j'essayais, c'était comme une manière de me piéger et de me retrouver comme à un début, à une origine qui est encore une métaphore. Enfin, il ne s'agit pas d'une vraie origine, mais ce rêve d'origine qui
qui l'est déjà. Enfin, Quand on en parle, on voit le drame. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait des révérences, des révérences à l'art. L'art est sacralisé. Alors on court après Rembrandt, Velasquez et toute cette peinture absolument extraordinaire. J'en doute pas un seul instant. Mais par contre, ça devrait s'accompagner d'une douleur profonde vis-à-vis de la laideur du monde. Ça devrait s'accompagner d'une morsure. Et celui qui, rentrant de Venise, revient avec des enthousiasmes fabuleux et puis qui est incapable de regarder par la fenêtre du train et de voir les périphéries et dans un état de morbidité, de voir comment on a logé les gens d'une manière sordide, ça c'est une chose qui est totalement insupportable parce qu'il n'y a pas d'extase devant ces belles choses, ces grandes choses de l'art, sans qu'il n'y ait une douleur évidemment vis-à-vis de la médiocrité. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ici, nous avons, devant Jan Osberg, eh bien, on a une sérénité, un calme, et on peut heureusement avoir un certain espoir et un peu oublier tout cela. Et aussi le sentiment que ce vers quoi nous allons sera suivi d'autres choses que peut-être nous ne voyons pas encore. Il y a cette phrase de Matisse, au-devant de ce qui s'annonce, qui est dans ton œuvre. C'est-à-dire qu'il y a dans ces lignes couleurs, dans ces confluences et ces diffluences, quelque chose qui est de l'ordre d'une étreinte qui est plus large, plus généreuse, plus grande que le châssis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui englobe du temps et qui englobe et fait découvrir, en tous les cas, pas découvrir, mais fait ressentir qu'il y a un existant qui n'est pas encore là et que nous ressentons. On parle souvent de la présence de l'absence, comme on peut par exemple ressentir la présence de quelqu'un qui filme et qui n'est pas dans le champ. Il y a un hors-champ qui est une présence de l'absence. Et il y a aussi une présence du futur. Il y a quelque chose qui advient que l'art déjà nous annonce. Et cette fonction d'annonciation, pour reprendre un terme liturgique connu, elle est importante. C'est ce qui va naître. C'est une manière d'être et de mettre au monde.
Merci.